À l'occasion de la 3e édition du festival Grindhouse Paradise, consacré au cinéma fantastique, à l'American Cosmograph du 14 au 17 avril 2022, la librairie Ombre Blanche recevait jeudi 14 avril l'illustrateur Alex Chauvel, auteur des illustrations de l'ouvrage Retour à Movieland, un voyage illustré au pays du cinéma, publié en 2020 chez Hachette Heroes. Déjà, merci à ceux qui sont venus. On est en petit comité, donc c'est chouette d'un côté. Moi, j'aime bien aussi. Donc moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le cofondateur du festival Grindhouse Paradise, avec qui Enfin voilà, je pense que ceux qui sont ici connaissent le festival. Festival de films fantastiques et de genre. Et notre invité, ici à droite, c'est Alex Chauvel. Bonjour. Qui va, pour le coup, je vais le laisser présenter son boulot, parce qu'il va le faire mieux que moi, je pense. Mais ouais. Oui. Illustrateur. Donc je m'appelle Alex Chauvel. J'ai plusieurs casquettes. Et pour faire simple et chronologique, on va dire que j'ai cofondé les éditions Polystyrène en 2010 avec des camarades de promotion, puisque nous étions tous aux Beaux-Arts d'Angoulême. Et donc, les éditions Polystyrène sont des livres à manipuler, donc des livres de bande dessinée, j'entends, à déplier, à mélanger, des livres à trous, des livres à lire à travers des filtres. Donc, un travail de lecture sous contrainte, un travail sous contrainte et un travail ensuite de lecture sous contrainte pour les gens qui prennent nos livres. Et à partir de là, c'est vrai que la contrainte a été très présente dans mon travail. Et même si j'ai pas forcément toujours fait que des livres-objets, c'est vrai que le fait de travailler avec des règles, des systèmes, ça a toujours été là et je pense que ce sera encore là pendant très longtemps. Tout ça peut être facilité par le fait que j'ai un rapport au dessin qui est assez synthétique, c'est-à-dire que je ne suis pas forcément très à l'aise en anatomie, en perspective, tout ça. Mais par contre, synthétiser les choses, ça, j'ai jamais eu vraiment de problème. Ce qui fait que de fil en aiguille, je me suis retrouvé donc illustrateur pour des gens qui me sollicitent. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui revient assez fréquemment, et notamment sur Movieland, donc le livre qui m'amène ici aujourd'hui, c'est que j'avais ce goût pour la cartographie et pour la schématisation, la pictogrammatisation. Je ne sais pas si le mot est très correct, mais je pense on est sur du vocabulaire assez précis. Ouais, très bien. Bon, le fait de transformer des images en dessin un peu plus schématique ou en icône, quoi. Et ça, c'est vrai que ça a été très, très utile pour mes illustrations de manière générale et pour Movieland en particulier. Voilà, je pense que c'est déjà ce qui rejoint l'idée que tu parlais de synthèse tout à l'heure, mais ça rejoint un peu cette idée-là, en fait, c'est de la compo. Oui. Ce qui se ressent dans ton travail. Oui, voilà. Ouais. C'est pour ça aussi que je pense qu'il a l'auteur qui n'est pas là aujourd'hui, David Honora, quand il m'a sollicité, ou plutôt, enfin, on a fait connaissance numériquement dans un premier temps, et il a vu un peu mon travail et s'est dit, ah bah tiens, je pense qu'il a vu quelque chose dans mon dessin qui était compatible avec ce que lui avait en tête, cette histoire de faire des cartes de cinéma. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas Movieland, mais je crois est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas Movieland ici Non, tout le monde voit, bon bah parfait. Oui, exactement, ça c'est le premier. Ça c'est le premier que l'auteur a fait tout seul, qui est donc comme un livre de randonnée, avec des chemins dans des différents genres de films. Et ensuite, on en a fait un ensemble. Alors, beaucoup ont cru que ce serait le même livre, mais juste illustré. Et en fait, c'est complètement différent. Voilà. Ce ne sera pas redondant. Les deux livres sont très différents, ouais. Oui. Et quand on dit il a fait tout seul le premier, il a lui-même illustré ou il a illustré ? Alors, le premier n'est pas vraiment illustré, c'est une carte routière. Il a fait ça avec un logiciel, je pense. C'est pas le même type d'image. Ouais. C'est-à-dire, le premier était accompagné d'une grande carte, si vous voulez. Une carte avec plus de 1800 films dessus.
Et dans le deuxième, celui que j'ai illustré, on a pris des portions de cette carte. Donc on n'a pas cherché forcément à ce qu'il y ait une cohérence d'ensemble. C'est-à-dire si vous prenez toutes les pages et les doubles pages d'illustration, on ne peut pas les combiner tout ensemble pour reproduire la grande carte, parce qu'il y a des problèmes de couleurs. Avec des cartes imaginaires. Hein. Enfin, c'est des, Oui, c'est une carte voilà. mentale. Ouais. Ouais, c'est une carte mentale. Ça, oui. Ouais, je pense que c'est... Non, mais c'est, le terme me plaît. Voilà, non. Non. Voilà, exactement. Domaine du drame, plaine de l'aventure, lac horrifique. Oui. Voilà. Et c'est intéressant parce que là, récemment, j'ai dû illustrer une carte pour un magazine qui n'est pas encore sorti. Alors, à la base, c'est un podcast sur le cinéma féminin, ou disons, le cinéma à travers on va dire, l'angle d'attaque, c'est un point de vue, un regard féminin sur le cinéma, souvent fait par des femmes, mais pas forcément, je pense. Ça peut aussi être des réalisateurs, mais qui ont peut-être une sensibilité un peu plus... peut-être un peu plus ouverte que le traditionnel boys club. Oui, c'est ça, voilà, Sorociné. Et donc, elles ont fait elles ont fait un magazine l'an dernier, et là, elles en refont un cette année, et elles m'ont sollicité pour faire une carte sur le territoire américain investi par des réalisatrices. Et en fait, ça a l'air d'être un peu la même chose que Movieland, sauf que c'est complètement différent, parce que là, on a vraiment un territoire géographique qu'il faut retranscrire. Et en fait, si vous voulez, quand il a fait Movieland, David, et ensuite quand on a fait le retour à Movieland ensemble, il y avait quand même une certaine harmonie de la carte, dans le sens où les films avaient été placés ici ou là, de manière à ce que ce soit quand même assez... c'est-à-dire géographique. Un maillage assez régulier, pas trop, qui n'est pas des endroits trop engoncés, ou je ne sais pas. Alors que quand on prend un endroit géographique, donc les États-Unis en l'occurrence, et qu'on regarde quels sont les endroits que les réalisatrices ont investis, elles, comme elles ont fait leurs films dans leur coin et ça ne se sont pas concertées, le problème c'était qu'on avait 5 ou 6 films à New York, peut-être 2 ou 3 en Californie, et souvent pas grand-chose entre les deux. Donc en termes graphiques, j'étais assez embêté parce que c'était pas du tout les mêmes problématiques. Je me disais plutôt, mince, comment je vais redistribuer ça sans trahir l'espace et le concept de base, qui était quand même le concept initial, c'était le territoire américain investi. Voilà. Donc c'est des nuances, mais c'est intéressant parce que ça permet d'explorer par différents biais. C'est aussi révélateur, je trouve. Pardon ? C'est aussi révélateur. Oui. Je trouve, ouais. Non, et puis voilà, un coup... j'ai oublié ce que je voulais dire. Bon, c'est pas grave. Non, mais ça m'arrive souvent, malheureusement. Il y a quelque chose que tu as dit tout à l'heure, et j'ai trouvé ça assez marrant, parce que quand tu parlais des éditions polystyrène, juste avant qu'on revienne, mais ça m'a... Parce que pour le coup, tes premiers bouquins, tu faisais intervenir le spectateur. Enfin, le lecteur, on va dire. Oui, ce qui est, parce que tu vois, alors qu'en fait dans le cinéma, et effectivement tu dis par la suite, etc., mais le cinéma finalement tu fais, on cherche à faire intervenir le spectateur émotionnellement, ça je suis d'accord, mais en fait il y a pas, après il est prisonnier, si tu veux, de l'œuvre, il est pas, et ça j'ai trouvé ça assez marrant. Et finalement, est-ce que cette contrainte, tu vois, est-ce que le fait de bosser ensuite pour le cinéma, ça t'a pas ramené ces contraintes-là, tu vois? Tu disais mes projets d'après, ils étaient beaucoup plus carrés. En fait, est-ce que c'est pas parce que c'est pour le cinéma en particulier, quoi? Alors, je pense que c'est vraiment une remarque intéressante, parce que moi, je trouve aussi que, depuis longtemps, la bande dessinée a pris quand même pas mal de seaux d'eau, de critiques, comme quoi c'était... Lisez des BD. Voilà, lisez des bandes dessinées. Non, comme quoi ça pervertissait la jeunesse. Enfin, il y a eu dans les années 40, 50, machin, il y a eu des lois. Enfin, on a dit pis que pendre, pour utiliser des expressions un peu désuètes comme ça. Alex est aussi historien de la BD. Vaguement. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la lecture de bande dessinée, c'est un processus qui est quand même assez actif, dans le sens où il faut quand même reconstruire, entre chaque case, il faut reconstruire le mouvement. La séquence de bande dessinée, c'est pas du tout la même chose que de lire de la littérature. Alors après, il y a une proximité avec la séquence de cinéma, mais la différence, c'est quand même que la séquence de cinéma, le rythme t'est complètement imposé, ce qui n'est pas le cas en bande dessinée, tu lis un peu au rythme que tu veux. Et il y a un exemple qui est très intéressant, je trouve, alors je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Here, donc Ici, de Richard McGuire, donc Richard McGuire en français. Donc un auteur américain qui est né dans les années 50, qui a fait une bande dessinée de 6 pages, donc Here, qui est une espèce de manifeste de la bande dessinée,
où sur 6 pages, alors c'est rien, hein, 6 pages, hein, on a l'angle d'une pièce. Et c'est comme si on avait une caméra qui était posée dans le coin supérieur de la pièce et qui visait le coin opposé en bas et qui était là de toute éternité. Donc, c'est-à-dire même bien avant la construction de la maison dans laquelle se trouve la pièce. Donc, on a des dinosaures, on a des Indiens, ça se passe en Amérique, on a des colons qui arrivent, on a loin dans le futur. Alors après, il y a quand même des histoires qui se font. Et ça a eu une influence énorme sur Chris Ware notamment, dont je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Chris Ware, j'imagine que oui. Dont l'influence n'est plus à démontrer dans la bande dessinée. Et lui-même a été influencé par cette mini bande dessinée de 6 pages. Et un jour, par hasard, sur Internet, en cherchant donc la bande dessinée, je suis tombé sur un court-métrage qui avait été fait où ils avaient repris plan par plan les cases de la bande dessinée, donc de Hiya. Et ça marchait beaucoup moins bien, forcément, parce qu'on n'avait pas cette tabularité induite par la proximité des cases qui étaient côte à côte. On avait l'imposition d'un rythme comme ça, où d'un coup, tsac, on passait d'un plan à l'autre, alors que la bande dessinée était riche, parce que, bien sûr, on lisait la bande dessinée case à case, mais en fait, rien n'empêche, et je pense qu'on le fait tous, quand on lit une bande dessinée, on lit certes de haut en haut à gauche, jusqu'à en bas à droite, mais en réalité, parfois, on fait des retours en arrière, on s'en fiche. On a le droit. Et ça, c'est pas possible, en fait. C'est quand même beaucoup plus, surtout au cinéma, on peut pas revenir en arrière. Enfin, tous les autres gens dans la salle, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Enfin. Et donc, effectivement, je pense que l'investissement n'est pas le même. Pour autant, moi, quand je travaille pour le cinéma, je ramène quand même les films vers de l'illustration, la bande dessinée vers mon domaine propre. Et en fait, là où ça peut aussi désamorcer la chose, c'est que j'ai un rapport assez ludique qui est lié à polystyrène. C'est qu'il y a quand même nous, les livres qu'on faisait, on manipule avec les mains, c'est rigolo. On voit quand on est en festival, les gens sur le stand, ils n'ont pas de problème à attraper les livres, à les manipuler. Tout de suite, ça détend l'atmosphère, c'est bien. Parce que des fois, on a un peu peur de toucher les livres sur les stands de festival, quoi. Et donc, il y a un côté... J'aime beaucoup aussi les labyrinthes, les livres-jeux, les chercher-trouve, tout ça. Donc, je pense que tout ça crée un rapport à l'image qui fait que je ne sais plus le terme que tu as utilisé, mais qu'on est prisonnier dans le cinéma, je ne sais plus comment tu as dit. En tout cas, ça, c'est désamorcé, je pense, par l'image. Oui, enfin, moi, j'ai employé le terme j'ai employé le terme de prison, mais si tu veux, après, c'est toujours la même histoire. Un spectateur qui va dans une salle, en fait, il est consentant, en fait. Tu vois, il sait très bien qu'en fait, il n'a pas... C'est évident, oui, t'as pas une télécommande, tu l'as dit toi-même, quoi. Mais c'était une assez bonne réflexion en plus, puisque effectivement, et puis plus dans les films en plus, tu peux jouer avec des symboles et des idées en réalité, tu vois. Et ça oui. Ça rejoint ce que tu dis, hein, de toute façon. Oui. C'est très poreux, de toute façon. Oui, c'est des mondes qui sont très très poreux, et c'était un très très bon exemple là, d'utiliser la BD de Hir. Essayez de la trouver, c'est super. 6 pages. Ouais. Alors, il a refait une version en couleur qui fait 200 pages, qui a gagné un prix Angoulême il y a 4-5 ans, mais moi je trouve que ça dilue. Enfin, c'était tellement puissant sur 6 pages en noir et blanc, il y avait rien et il y avait tout, quoi. Essayez de la trouver, elle est pas compliquée à trouver sur Internet. Ouais. Ouais, mais c'est comme Chris Ware, hein, quand on feuillette, pour ceux qui ont pas vu, mais j'ai oublié le nom du gros bouquin qu'il a fait là. Blanc avec la couverture blanche. Alors, est-ce que tu vois ou pas quelqu'un voit? Le tout dernier? Ouais, non, enfin peut-être pas le tout dernier, mais... Parce qu'il a la grosse boîte avec plein de petits livrets dedans, ça c'est Building Stories? Non, c'est celui d'avant, le grand blanc, c'est Tubular ou Tube... Bon, j'ai oublié. Ouais, ça va pas me revenir. Mais en tout cas, c'est Chris Ware, exactement, parce qu'on parlait de son travail, c'est des illustrations presque. Moi, quand je regarde le bouquin, pour ceux qui sont habitués au bouquin... Quand on le regarde, on sait même pas. Moi, j'ai l'impression qu'on sait même pas par où le prendre, en fait. Donc, donc effectivement, ça suit. Quand tu parles de chercher trouve, il y a ce côté où est Charlie. Oui. De la manière que sur ton travail, effectivement, il y a des. C'est un où est Charlie, quoi. Finalement, on y trouve ce qu'on y trouve, quoi. Ouais, c'est la joie d'être face à des images gigantesques et de se perdre un peu dedans, quoi. Effectivement. Moi, je suis aussi très 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 influencé, très nourri de cartographie ancienne. Hein. C'est vraiment ma marotte. Et j'en faisais déjà avant Movieland, quoi. C'est pas pour rien en fait que ça s'est passé comme ça aussi. Et notamment, je suis complètement fou d'une vieille carte japonaise faite par Okusa et qui est incroyable avec le mont Fuji au milieu. Essayez de la trouver, c'est fabuleux.
Et il y a cette joie-là, quoi, d'avoir 1 million de petits détails avec plein de petites informations et de se perdre dans l'image, quoi. Ouais. Voilà. Ah ouais, non, mais de toute façon, c'est de la composition, quoi. Oui. Non, est-ce que quelqu'un a une question ou quelque chose Est-ce que vous voulez parler de Movieland plus en détail ou de comment on dessine le cinéma ou je sais pas, est-ce que quelqu'un a une... Sinon, moi, je peux continuer à parler de bande dessinée pendant 1h30, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans Retour à Movieland? Comment tu fais la sélection des films? Est-ce que c'est avec David ou est-ce que c'est David qui... Alors, est-ce qu'on t'a imposé, tu vois, la sélection des films Oui. Alors, Retour à Movieland, c'était quand même... moi, j'étais quand même un technicien. Alors, plus ça avançait, plus j'avais mon mot à dire, notamment sur 1 ou 2 ambiances de cartes où David n'avait pas forcément l'idée. Et moi, j'amenais même pas, notamment les films de kung-fu. C'est moi qui ai eu l'idée de faire ça un peu sur une teinte un peu jaunâtre pour faire vieille cartographie, pour le coup. Oui. En désamorçant la chose avec des arbres violets, hein, c'est pas le problème. Et sinon, il m'a quand même imposé beaucoup de visuels, et c'est tant mieux parce qu'il a une plus grosse culture cinématographique que moi. Parce qu'il faut savoir que je travaille beaucoup donc pour des gens qui font des revues de cinéma, mais j'ai pas une si grosse culture que ça en cinéma, donc faut que je fasse illusion toujours. Et donc lui, comme il a une beaucoup plus grosse culture que moi, c'est vrai que c'était lui qui m'imposait les choses. Après, il y a eu des moments où je lui ai dit, bah là, ça marche pas, quoi. Il y a des choses qui... Notamment, en fait, un cas intéressant, c'est que lui, il était quand même très... bien sûr, il avait forcément les films en tête, et il y avait des choses qu'il voulait retranscrire, mais qui passaient par l'angle de caméra, par la mise en scène. Et donc, comme on était là sur des cartes vues d'un peu de dessus... ça casse tout. Quand un plan iconique d'un film, il est lié vraiment à l'angle de la caméra, ça passe pas. Par exemple, Titanic. Je ne sais pas si vous avez tous en tête Titanic. J'imagine que pour une bonne part, oui. Quand il y a donc Leonardo DiCaprio, je crois que c'est Jack et Rose, les personnages. Oui, c'est Jack et Rose. Quand Jack il dessine donc Rose, elle est nue sur son canapé là ou une récamière, je ne sais plus comment on dit. Il la dessine et en fait bon, le plan fait que c'est pas trop graveleux, on voit pas grand chose, il est devant et puis il y a la main de James Cameron machin. Bon, moi quand je dois le dessiner de dessus, ça donnait juste oui, j'avais fait une femme nue sur un canapé et c'était trop frontal, c'était pas subtil quoi. Donc j'ai dit à David ça marche pas, on va pas y arriver parce que il m'a dit si tu déplaces Jack pour retrouver cet angle, et en fait ils étaient beaucoup trop près, là ça devenait vraiment bon, ça collait pas dans un livre tout public quoi. Donc il a fallu dessiner plutôt, j'ai dit on va faire autre chose, peut-être on va dessiner des objets, on peut dessiner le dessin et peut-être le bijou, et là David a dit oui effectivement ça peut marcher. Voilà, il y a des petits cas comme ça où c'était en faisant qu'on se rendait compte effectivement que tous les films sont pas égaux hein, certes c'était pas trop difficile dans le sens où finalement c'était déjà des images qu'il fallait que moi je traduise dans un autre monde d'images, mais tous les films sont pas égaux devant la retranscription dessinée. Il y a des films et ça n'a rien à voir avec la qualité du film. Par exemple, alors ça c'est pas lié à Movieland en particulier, mais moi je trouve un réalisateur qui est très très difficile c'est très difficile d'attraper un élément et de le reproduire, c'est Michael Mann. J'ai beaucoup de mal. Enfin, c'est tellement atmosphérique, c'est hyper dur. Alors là on a fait le Coyote de Collatéral. Ouais. Parce que bon, c'est le petit élément un peu bizarre dans le film qui passe bien, mais par exemple, un film comme Heat, que j'ai essayé Mais t'as repris le masque de hockey, quoi. Finalement, de toute façon, il me l'avait pas demandé pour Movieland, mais c'est après j'ai fait un sac en toile pour la revue La 7e Obsession, où j'avais un peu de marge de manœuvre sur les films que je pouvais mettre. Et même aussi d'ailleurs pour l'affiche du Grindhouse, je me suis demandé si j'allais mettre du Michael Mann. Et dans les deux cas, j'ai réfléchi, mais qu'est-ce que je pourrais représenter? Parce que j'aime beaucoup Heat, c'est vraiment un film que j'aime énormément, et en fait j'ai pas trouvé quoi. C'est vrai que le masque de hockey ça pourrait, ça fait un peu vendredi 13, mais après, ça fait un peu vendredi 13, mais après c'est vrai qu'effectivement dans certains cas t'as des personnages et dans d'autres cas en fait t'as des objets.
Voilà. Et Michael Mann, c'est des atmosphères plus. Enfin, je sais pas, il y a un côté. Ouais, non, mais c'est vrai. De toute façon, il est très dur, Michael Mann, à attraper. On peut parler de Michael Mann pendant longtemps, hein, mais effectivement, oui, ça marche beaucoup comme ça. Ouais. Mais c'est vrai que c'est. Après, de toute façon, les personnages deviennent aussi symboliques que les objets. Tu vois, finalement, Titanic, quand tu parlais de Titanic, c'est un film. Le dernier plan, en fait, c'est elle qui jette le collier dans la mer, quoi. Oui. C'est la vraie finalité du film. Elle est dans ce. Enfin, c'est l'histoire de ce. Collier, quoi. Bah, ça, de toute façon, les objets, les personnages, c'est ce qui marche le mieux. Ce qu'on peut détourer facilement, quoi. C'est vrai que quand il fallait dessiner un cas, moi je trouve, on n'a pas réussi à trouver, mais c'est Suspiria de Dario Argento. Il voulait que je dessine la façade, ce que j'ai fait, mais le problème c'est que la façade toute seule, ça marche pas, donc il faut dessiner l'immeuble. Sauf que quand je cherchais les images de l'immeuble sur Internet, y a pas. Ça marche pas non plus. C'est vraiment cette façade, quoi. Il faut juste voir la façade et il faut faire abstraction de tout l'espace autour. Et c'est vrai que là-dessus, je sais pas, Suspiria, peut-être qu'on aurait dû chercher plus. Bon, c'est pas grave. Hein. Je veux dire, à la fin, il y avait des centaines de pictogrammes. S'il y en a un qui est pas carré, bon. Oui, après, tu fais pas Enfin, si, tu peux faire des buildings ou des maisons, mais t'es sur des cartes, en fait. Oui. Parce que comment t'as fait pour les arranger, du coup? Moi, c'était ça. Ils sont voisins. Est-ce qu'ils se partagent la région? Tu vois? Comment ça? Une fois que tu as tes éléments, en fait, comment tu décides de les placer finalement? Alors ça, de toute façon, en fait, on repartait de la carte originelle de l'autre livre, donc on savait à peu près où étaient les films, et donc on savait à peu près, enfin, on savait que voilà, celui-là serait à côté de celui-là. David aimait bien garder la main et les positionner lui-même. C'est vrai que ça c'était bizarre parce que moi normalement j'ai un côté, j'aime bien. Enfin, je suis pas un contrôle fric, mais c'est vrai que normalement j'ai plutôt la main sur mes dessins, je fais un peu les choses à ma sauce, je me mets d'accord avec le graphiste, telle ou telle boîte avec qui je travaille, et hop, et à la fin je livre mon image, nickel, et puis c'est réglé. Et là c'est vrai qu'il fallait travailler à quatre mains, parce que David il voulait positionner les pictogrammes lui-même, pour me faire gagner du temps, mais finalement je sais pas si on a gagné tant de temps que ça. Et donc lui il avait quand même en tête très précisément où chaque pictogramme devait aller, donc c'est vrai qu'on... Je crois que je décide, je sais plus exactement parce que ça remonte. Hein, on l'a fait pendant le premier confinement, donc c'est déjà un peu ancien. Mais je crois que je faisais le fond de carte et puis à part je faisais les pictogrammes, je les envoyais et puis je les positionnais. Et à la fin je faisais des petits patchs pour cacher quand par exemple un immeuble passait devant les pieds, je redessinais un bout d'immeuble, enfin ce genre de choses quoi. Mais non, ouais, ça c'était quand même heureusement parce que si on avait réfléchi sur le moment à comment positionner les éléments, je pense qu'on se serait arraché les cheveux et puis on n'aurait jamais tenu les délais. Ouais, voilà. Non, je pense que j'ai répondu à la question, j'espère. Oui, non, moi c'était juste ça, quoi. C'est une fois de toute façon que tu as tes personnages, etc. Puisqu'on parlait d'ambiance à la Michael Mann, et effectivement, il y a des. C'est de l'architecture en fait, c'est de la géographie. Oui. Tu vois, finalement, donc comment toi tu les replaces après sur une feuille de papier qui elle est en 2D en fait finalement. Oui, alors ça de toute façon, comme je disais tout à l'heure, moi j'ai un rapport assez synthétique et très cartographique au dessin, donc de prendre en compte la dimension informationnelle du dessin, c'est déjà là dès le début en fait. Enfin, du coup, je pense que j'ai un trait qui se prête à ça parce que bon, c'est quand même une question de trait beaucoup. Le dessin, j'entends. J'ai un copain qui résumait tout le dessin. Chacun, on était tous des dessinateurs. Lui, il résumait ça au trait. Il disait c'est le trait, c'est la base. Enfin, lui. L'épaisseur du trait. Ouais, non, il était un peu sans concession comme ça. Mais il avait pas tort, cela dit. Et du coup, je pense que j'ai un trait qui se prête peut-être mal à certaines choses, mais en tout cas sur ce. Mais qui reste uniforme sur la plupart. Ouais. Puis je veux dire, c'est un trait qui est propice à, par exemple, hiérarchiser des informations sur un dessin. Ça, je sais que ça va. Je m'en sors à peu près bien. Très bien. Est-ce que, tant qu'on est encore en petit comité, personne n'a une question, quelque chose? Tu as dû revoir tous les films? Non. Non, heureusement, parce que en plus, j'ai mon deuxième enfant qui est né au moment où je dessinais, donc c'était de toute façon pas possible. J'ai vu les bandes annonces beaucoup. Comme j'ai dit, David, c'est quand même un type qui est très, 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 très cinéphile. Il a une culture. Enfin, lui, les films, il les connaît tous. Quoique, il y a 2-3 films qu'il n'a pas vus lui-même, je tiens à dire. Très peu, mais quelques-uns. Et donc, j'ai pas eu besoin, non. Je regardais les bandes annonces pour me plonger dans l'ambiance, mais là, alors c'est intéressant parce que récemment, j'ai fait une affiche donc pour le festival Le Grindhouse qui m'invite aujourd'hui.
Et sur cette affiche, par contre, on m'a donné une liste de films et par contre, j'avais beaucoup plus de marge de manœuvre. Je prenais les films que je voulais. Et donc, j'ai pris en priorité, alors souvent des films qui n'étaient pas dans Movieland, parce que je me disais, bon, c'est quand même dommage de reprendre les mêmes éléments. Et surtout aussi des films que j'avais vus. Et c'était beaucoup plus confortable, en fait. Enfin, je dois reconnaître que c'était quand même super pour une fois d'avoir la culture nécessaire, ouais. Voilà. Ouais, ou alors, enfin, après, moi, je suis d'accord. Moi, j'entends ce que tu dis. Après, tu vois, moi, je suis pas spécialement, tu vois, uniquement toujours d'accord avec ça, puisqu'après, c'est vrai qu'il y a une hégémonie, tu vois, de la culture cinéma surplombante, quoi. Mais effectivement, non, c'est une bonne remarque, parce que c'est vrai qu'à un moment, on peut prendre la pression, tu vois, de dessiner sur un dessin qui est culte, quoi. Tu vois, peut-être que tu t'es plus posé la question sur Hit, à cause de l'aura qu'a le film, tu vois, que sur un autre, non? Enfin... Oui, je pense que c'est... parce que j'aime beaucoup le film aussi. Oui, on a envie de faire honneur aussi Il y a aussi des classiques, on se sent obligé de les représenter, alors qu'on les aime pas tant que ça, mais là, la question s'est pas trop posée. La question s'est un peu posée, je crois, parfois pour Movieland. Je pense qu'il y a des films qu'on était obligé de mettre, et sans avoir trop envie, mais après... C'était quand même suffisant. Enfin, là, on en revient au concept du livre. C'est qu'autant le premier Movieland, il a ses chemins de randonnée, autant le retour à Movieland qu'on a fait ensemble, il avait dès le début l'idée de faire de toute façon un livre subjectif et incomplet. Donc je pense qu'il était assez libéré de cette pression. Oui, de ces contraintes-là. Après, bon, malheureusement... Il y a un livre objectif et un livre subjectif. Peut-être, ouais. Encore que j'ai l'impression que de toute façon, le principe même est de toute façon oui, de toute façon, la subjectivité. Mais après, ce qui était pour lui de la récréation, ça n'était pas forcément pour moi en tant que dessinateur, parce que moi, le pictogramme sur lequel j'ai le plus sué, c'était Bienvenue à Gattaca, parce qu'il fallait faire l'escalier en colimaçon, là, vu de dessus, c'était l'horreur. Mais bon, je pense que lui, c'est pas forcément un film qu'il se sentit obligé de mettre. Je pense que c'est un film qu'il aimait bien. Oui, Bienvenue à Gattaca, c'est... En plus, c'est un film que j'aime bien aussi, donc je sais pas. Mais en tout cas, je sais que c'était pas forcément ultra récréatif, ce pictogramme-là. Oui, après, de toute façon, c'est un boulot. Hein. Oui. Ouais. Alors, s'il y a d'autres questions Avec des contraintes. Oui. Est-ce que tu as été lié à des gens de l'Oulipo Alors... dominés par la contrainte au niveau de l'écriture? Alors, des gens de est-ce que j'ai été lié à des gens de l'Oulipo? Oui et non, parce que moi j'ai été davantage lié à des gens de l'Oubapo, donc l'ouvroir de bande potentielle qui fait donc la bande dessinée sous contrainte, dont les noms les plus connus étaient, sont toujours, je pense, Jochen Gerner, François Hérol et surtout Étienne Lécroard. Et donc Étienne Lécroard, qui a aussi illustré des livres pour les Pinsons Charlot, je ne sais pas si vous avez déjà croisé, enfin qui est un type tout à fait fréquentable. Moi j'aime beaucoup Étienne, il est très très sympa. Et donc Étienne qui est un peu un... C'était la petite parenthèse. Étienne, non, mais il faut savoir écoute, qui sont les gens fréquentables. Mais non, mais pas... Ça fait toujours plaisir. Mais parce que dans tout domaine, il y a des gens pas fréquentables. Non, mais ça, je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord avec toi. Et il faut dire aussi les gens qui sont fréquentables. Quand quelqu'un est sympa, il faut le dire. Ouais, voilà. Exactement. Dites-le autour de vous. Donc Étienne est un type absolument charmant. Et si j'ai bien suivi, il me semble que Étienne a intégré l'Oulipo il y a 2-3 ans déjà. Donc moi, je le connaissais avant qu'il soit à l'Oulipo. Maintenant, il y est. Donc voilà. Donc c'est mon seul contact avec l'Oulipo. Après, avant de partir aux Beaux-Arts d'Angoulême et de rencontrer mes futurs camarades avec qui on a monté les éditions Polystyrène, j'avais fait une prépa littéraire ici à Toulouse, là juste derrière, à Fermat. Et donc, forcément, dans le cours des études, l'Oulipo, je l'ai lu. Ouais. Et j'aime beaucoup, même si c'est peut-être pas le plus à cheval sur les contraintes. Moi, je suis quand même très, 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 très influencé par Italo Calvino. Non, parce qu'on parle toujours de Pérec, c'est pour ça, mais... Et Calvino, à côté, a l'air un peu plus... disons, un peu moins dans la contrainte pure et dure. Mais en tout cas, par exemple... on a fait... alors, il faut savoir, Polystyrène, on a un livre collectif, donc un livre fait par plusieurs auteurs et autrices. Et normalement, c'est les livres qui se vendent le moins. Et nous, on est, à ma connaissance, la seule maison d'édition dont le best-seller, c'est le livre collectif.
Et c'est lié au fait que, je pense, c'est un livre qui est assez facile à appréhender parce que c'est un livre avec une reliure tout à fait normale, avec des pages. Et en plus, il y a 2 filtres, un rouge et un bleu. Et les pages sont illisibles. Et en fait, pour pouvoir lire le livre, il faut mettre soit le filtre rouge, qui va gommer toute la partie rouge du dessin et permettre de lire la partie bleue, soit mettre le filtre bleu, qui va gommer la partie bleue et permettre de lire la partie rouge. Et donc, ça, c'est la contrainte de forme. Mais il faut savoir qu'on s'était aussi rajouté une contrainte de ton, qui était... on avait demandé aux gens qu'on avait sollicités essayez d'attraper le livre Les Villes Invisibles d'Italo Calvino et laissez-vous inspiré par le livre. Vous pouvez illustrer un texte. Je sais que c'est un exercice que j'ai déjà eu pareil quand je faisais mes études d'archi. Oui. Mais c'est un exercice que tout le monde se file. Mais en fait, je pense que c'est un livre monde, hein, c'est-à-dire c'est un livre qui a. C'est une utopie monde. C'est un livre qui a lancé plus de vocation qu'il n'a de lecteurs. Des fois, on a l'impression. Il y a tout dans ce livre. Et à tel point d'ailleurs que plus tard, j'ai fait un autre livre, un livre accordéon jaune, donc cartographique, qui est, je crois, sur le comptoir, vous pouvez regarder, il s'appelle « Toutes les mers par temps calme ». Et moi, j'ai fait vraiment, c'est un livre, c'est une bande comme ça, avec un petit bateau qui vole et qui se promène, et il y a le monde qui s'étend autour. Alors, il y a des petites cases qui font plus penser à des schémas scientifiques, d'autres qui sont des petites villes, des petits trucs. Enfin, c'est très mignon comme ça, je me suis beaucoup éclaté à le faire. Et donc le livre sort, c'était il y a quelques années, on l'avait sur le stand à Angoulême, et il y a une jeune femme qui vient, c'est un livre qui laisse beaucoup de gens à la porte parce qu'il n'a pas de texte et il n'y a pas vraiment de narration, donc beaucoup le reposent tout de suite, mais par contre les gens qui accrochent, ils accrochent vraiment, quoi. Et donc elle regarde le livre et tout, et elle le prend parce que ça lui parle, et donc je lui fais une petite dédicace, et on se connaissait pas du tout, et elle me dit mais je regarde ton livre là, elle me dit est-ce que tu as déjà lu un livre qui s'appelle Les Villes Invisibles d'Italo Calvino, parce que ton livre m'y fait vraiment penser et tout. Donc je me suis dit ah ouais d'accord, donc le livre m'a vraiment travaillé très très loin, quoi. Ouais. C'est ça. Et donc pour revenir au livre aussi avec les filtres. Certains ont illustré une ville, clairement du livre. D'autres ont fait une ville imaginaire. Moi, j'ai fait une ville imaginaire que j'ai complètement inventée. Et quand j'ai fait lire ma BD à un copain qu'on venait de solliciter, il a dit ah bah tiens, il a lu le livre, j'ai trouvé la ville que tu as illustrée. Et j'ai fait quoi? Non, c'est mon histoire, je suis 100% créateur. Et puis bon, j'ai lu le texte, j'ai dit ah mince, ouais. Et en fait, le livre m'a vraiment travaillé en profondeur. J'ai complètement occulté le texte, par contre il était encore intégralement là, quoi, la dynamique, tout ça. Ouais. C'est un livre où il y a énormément de choses, énormément de références. Ouais. Est-ce que tu considères, d'ailleurs, puisqu'on parle de références, tu sais, un peu plus littéraires et de normes, est-ce que tu considères ton travail, en tout cas celui que tu fais ces dernières années autour du cinéma, comme un peu pop, on va dire? Tu vois, il y a des contraintes, mais un peu plus libérées peut-être Est-ce que tu entends pop au sens de pop culture? Enfin, c'est un terme, j'ai jamais trop compris. Voilà, c'est ça en fait. Après, on peut parler de ce qu'est la pop culture, voilà. Mais non, mais je voulais dire un peu plus libéré, avec un peu moins de contraintes finalement, même si la pop reste un assemblage de symboles pour moi aussi à mes yeux. Mais ça, c'est ma définition aussi. Mais oui. En fait, alors du coup, si c'est dans le pop dans le sens d'une libération face à la contrainte, ça c'est évident, parce que donc je suis quand même très cadré. J'aime bien avoir des cadres de travail, mais en fait, il m'est arrivé déjà d'avoir des concepts que j'avais envie de développer, et puis d'y aller, et puis ça manquait de vie, quoi. Il y avait un truc qui marchait pas. Et donc, finalement, le projet mourait dans l'œuf quelque part, parce que c'était trop... J'ai pas envie de donner de nom, mais parfois, il y a des livres où tu dis « Ok, bon, je vois bien le travail, la contrainte, mais bon, c'est quand même un petit peu rébarbatif. Enfin, la lecture est pas... » C'est pour ça que j'aime bien Calvino, parce que lui, la contrainte, c'est toujours un peu... Enfin, c'est pas au détriment de la poésie, de la chose, quoi. Et donc, maintenant, en fait, j'ai quand même tendance à improviser beaucoup. Donc, à me mettre des contraintes... Parfois à construire des systèmes et ensuite à les péter complètement pour y aller un peu plus avec les tripes, pour que ce soit vivant, et à me laisser surprendre par les personnages. Par exemple, j'ai fait une BD qui s'appelle Todd le géant s'est fait voler son slip. Donc c'est des petites cases de 4 cm de côté. Donc il a été publié il y a 5 ans. Là, il est épuisé, mais il est en train d'être réimprimé à l'heure où je vous parle. Là, c'est complètement fou. Et donc, en fait, j'avais décidé de faire mes petites cases comme ça, séparées. Et au début, j'ai fait quelques cases qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres.
Et puis après, j'ai voulu les connecter, donc j'ai fait d'autres cases entre. Et puis au fur et à mesure, ça a gagné en cohérence, comme ça, le récit. Et ça reste quelque chose de très... d'assez foutraque, mais en même temps, il fallait quand même que ce soit cadré. Et puis au bout d'un moment, j'ai décidé qu'il y aurait 6001 cases. Alors pourquoi 6001? C'est parce que j'avais lu quelques années auparavant Lapino et les carottes de Patagonie de Lewis Trondheim, qui était aussi une BD improvisée où il avait fait 500 pages de bande dessinée, chacune avait 12 cases, ça faisait 6000 cases. Donc je dis, je vais en faire une de plus. Juste pour troller, quoi. Et donc j'ai décidé après qu'il y aurait donc 50 chapitres et que chaque chapitre aurait 20 pages. Donc c'est des petites pages de 6 cases. Donc ça fait 1000 pages avec c'est une toute petite BD mais qui est très épaisse. En fait, c'est une brique. En plus, elle est orange vif. Et donc là, il y avait vraiment le combat entre des règles formelles assez claires, quoi. Déjà, ce format d'image, c'est 4 cm de côté, c'est vraiment pas grand, donc c'est très contraignant. En plus, j'avais un trait épais, donc je ne pouvais pas aller trop dans la finesse du dessin. Voilà, plus un nombre de cases fixes par chapitre, donc il fallait pas que je déborde à chaque fois. Enfin, il y avait des règles comme ça, et en même temps, il y avait ce truc un peu furieux où il fallait que l'histoire avance, il fallait que les... Enfin, parce qu'en fait, au début, il se fait voler son slip, mais après, il doit sauver le monde, parce que bon, il fallait quand même un peu... Est-ce qu'il retrouve son slip, surtout? Et alors, il le retrouve, mais... Avant ou après avoir sauvé le monde? Il est sur le point de le sauver. Et en fait, mais entre-temps, il est mort et il est revenu d'entre les morts. Enfin, il y a tout un truc un peu métaphysique. Non, mais attends, il va être réédité, tu spoil. Ouais, bon, désolé. Non, mais j'entends par là que... mince, du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire encore. Les contraintes, tu avais un trait plutôt gros sur des contraintes, sur des cases de 4 cm. Et non, si, voilà, il retrouve son slip, mais il est déjà passer à autre chose et du coup il est un peu libéré des contingences de la matière. Au début ça l'ennuie parce que c'est quand même son seul bien terrestre, quoi. Il avait juste un slip et en fait après il passe à quelque chose de supérieur, à l'intérêt général, dirons-nous. Et donc en fait il laisse son slip à la personne qui lui a volé, qui est en fait tout un peuple de tout petits bonshommes qui s'en servent comme source d'énergie inépuisable. Enfin, non mais ça a l'air très foutraque, mais dans la BD ça se tient en fait. C'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit c'est quand même fou parce que ton truc se tient, quoi. Je pense que c'est parce que je l'ai fait au premier degré. Il faut surtout pas juger ces personnages. Il faut y aller avec eux. Enfin, ouais, il souffre à cause de son slip. Il faut souffrir avec lui. Je crois que c'est ça la clé. Ouais. Voilà. Bah non, très très bien. Mais une des grandes fiertés de ma vie, c'est quand on a fait Movieland. Hachette, donc l'éditeur, a fait une petite biographie assez courte pour nous présenter, David et moi. Et donc moi, dans la biographie, ils ont mis que j'avais fait des BD conceptuels, tout ça, et donc ils ont mis les titres. Et donc, je les ai un peu obligés, dans la même phrase, à mettre le mot conceptuel et le mot slip. Et ça reste quand même une des plus grandes réussites de ma vie, quoi. Parce qu'on n'est pas beaucoup à pouvoir dire ça. Ouais, c'est vrai. Mais le slip est un concept de base, je pense. Bah ouais. Ouais, c'est un concept. Bon, de toute façon, pour rester sur le... Non, après, moi, j'ai plus trop de... Oui, si quelqu'un me pose une question, toujours pareil. Hein. On en profite, on est en petit comité. Je peux parler de tout. Ouais. Là, vous l'avez vu, on a parlé d'Italo Calvino, on a parlé de... Des slips. Ouais. Non, mais finalement, après, pour en revenir au... Bon, y a pas... Est-ce qu'il y a une... Je crois qu'il y a une question, peut-être, là. Ouais. Ah non, d'accord, j'ai mal vu, pardon. Toi, je croyais... Non, je croyais... Ouais. Moi, ça me traverse la tête. En tant qu'illustrateur, qu'est-ce que ça t'inspire, toi, l'état actuel des affiches de films? Alors, comme je disais, je suis pas un très grand cinéphile de base. En fait, je m'y mets un peu parce qu'on me sollicite et qu'il faut quand même que je fasse bonne figure, quoi. Parce que si je commence à dire ah oui, non, j'ai jamais entendu parler de ce réalisateur, ça la fout mal. Mais c'est vrai que comme c'est pas mon monde de base, j'ai un peu de la distance et parce que j'ai l'impression que le milieu des cinéphiles, il y a quand même des chapelles qui sont quand même prêtes à aller au clash. Et du coup, je vois ça un peu loin et du coup, j'ai pas forcément d'avis très tranché. Il y a des affichistes que je trouve très 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 intéressants. Après, c'est toujours pareil. Enfin, finalement, même il y a, je sais pas, 30, 40 ans, je pense qu'on se dit quand même les affiches étaient bien, mais il y avait aussi pas mal de trucs nuls. Hein. C'est juste qu'on les a oubliés, tu vois. Donc ouais. Enfin après, moi, parce qu'on peut, enfin c'est un sujet moi que je discute beaucoup. On en avait déjà discuté, mais
Il y a aussi une chose aujourd'hui, c'est qu'il y a Internet en fait. Enfin moi quand je discute, la plupart des affichistes avec lesquels je discutais me disaient, en fait, à l'époque, il y avait besoin d'avoir une belle affiche parce qu'il fallait vendre le film et qu'on le vendait comme ça, puisque tu voyais l'affiche dans la rue. Et aujourd'hui, moi, clairement, quand je parle avec des mecs qui font des affiches, ils me disent, bah non, mais en fait, on vend notre film sur la bande-annonce. Ouais. Il n'y a plus cette volonté-là, c'est hyper dommage. Après, bon, on parlait de Chappelle, effectivement, hein, il y a tous ceux qui adorent le physique, etc. Enfin, le physique, l'objet physique, le fait d'aller encore au cinéma, etc. Après, nous, on aime beaucoup ça. On va pas, enfin, moi, je vais pas te dire le contraire. Nous, on aime beaucoup ça. On a proposé à Alex de faire une sérigraphie. On fait nous-mêmes nos affiches. Hein. On adore ce travail-là. Mais c'est vrai que depuis quelques années, ça tombe un peu en désuétude aussi. Mais bon, après, je garde espoir. Moi, il y a encore de très belles affiches. C'est-à-dire, ça devient un peu un objet de luxe, peut-être. Enfin. Alors, il y a le fait que ça devienne un objet de luxe sur les anciennes affiches, et qui je pense, est aussi un fétichisme. Oui. Mais après, sur la modernité, non, mais il y a encore des chouettes illustrations. Il y a Laurent Durieux qui fait des trucs super, par exemple. Ouais, Durieux, il fait des trucs. Ouais, en plus, c'est pas que beau, c'est malin aussi. L'affiche de Jaws, là, où c'est le parasol, il a juste un des pans du parasol, je sais pas comment on dit, là, entre deux baleines, qui fait en fait une espèce de triangle un peu incurvé, et donc au lieu, tout son parasol est jaune et orange, et puis là, celui-là, il est noir, et ça fait l'aileron du requin. C'est des petits trucs un peu malins comme ça. Moi, j'aime bien quand c'est malin. Non. Et il reste des trucs, quoi. Malheureusement, c'est pas si souvent que ça qu'on lui demande de faire l'affiche officielle. C'est ça aussi, c'est que finalement, ça devient un objet à part entière, quoi. Mais ça viendra peut-être. Peut-être que c'est des histoires aussi de réseau. Peut-être qu'il est de plus en plus connu. Moi, Il fait des DVD. Il fait pour des rééditions. Ouais. Il fait des rééditions. Ouais. Il a fait La Piscine, etc. D'accord. Ouais, qui marchait plutôt. Apocalypse Now aussi. Et du coup, c'est intéressant pour des objets qu'on collectionne, du coup, quelque part. Enfin, c'est intéressant, quoi. Enfin, ouais. Ouais, ça transmuté, quoi. Ouais. Truc de luxe, un peu fétichiste aussi, mais dans le bon sens du terme. Hein. Bah, ouais, voilà. Moi, j'utilise le terme fétichisme parce que je crois aussi. Après, pareil, nous, ça rejoint aussi la philosophie de notre festival. Si tu veux, nous, on fait que du film contemporain. Donc forcément qu'on subit aussi ce fétichisme-là, c'est toujours pareil, si tu veux. Les Beatles, c'était peut-être mieux, mais en fait, tu les verras jamais en concert, quoi. Oui. C'est marrant, je sais pas si c'est si pertinent que ça, il va falloir m'excuser, mais moi ça me rappelle quand on a monté Polystyrène en 2010, tout le monde, on entendait un peu parler de la mort du livre, tu vois, la fin du livre. Oh là là, maintenant il y a Internet, le livre va mourir. Bon. C'est vrai que des livres, il n'y en a pas toujours eu, après tout, donc il n'y en aura peut-être pas toujours. Mais bon, moi, j'y croyais pas trop. Et surtout, je me disais, non, en fait, parce que du coup, moi, je voyais plus, maintenant qu'Internet est le principal support de l'information, peut-être que le livre va être un peu dégagé de ça et va aller vers quelque chose d'un peu plus luxueux. Et en tout cas, 10 ans plus tard, il y a toujours des livres. Il y a des livres très beaux, très chers aussi, et je crois que la crise du papier ne va pas améliorer les choses actuellement. Mais en tout cas, il y a quand même un truc un peu qualitatif aussi qui s'est mis en place, ouais. Ouais. Du coup, ouais, non, mais ça, je suis d'accord. Je sais pas, peut-être c'est un peu les mêmes problématiques avec des temporalités différentes, je ne sais pas. Non, mais moi, je te dis, je suis entièrement d'accord. Hein. Moi, je pense juste que ça a bougé et que ça se réinvente et qu'après, il y a des... voilà, il y a des choses, il y a toujours des choses qui se font. Il y a qu'à voir finalement les artistes. Si tu veux, moi j'ai une affection particulière pour le dessin à la main parce que j'aime beaucoup ça. Et puis parce que bon, je pense aussi que ça fait partie de ce avec quoi j'ai grandi. Mais finalement, quand tu parles des affiches de Laurent Durieux et qu'effectivement elles servent, la plupart des artistes qui travaillent aujourd'hui font du numérique. Donc finalement, eux-mêmes se sont adaptés, beaucoup bossent sur iPad, etc. Ils gagnent un temps monstre aussi. Ouais. Bah, moi le premier. Oui, non, mais ça c'est évident. Hein. Énormément d'auteurs qui... Mais en plus, j'ai vu là une copine nous a envoyé des dessins qu'elle avait fait pour un truc jeunesse. Et on sait qu'elle travaille sur iPad, mais c'est à s'y méprendre. On dirait un truc à l'aquarelle, quoi. C'est impressionnant. Alors avec après, la texture le grain du papier, tout ça, machin, c'est incroyable. Enfin, tu vois pas la différence, que c'est reproduit, quoi. Alors après, moi, tu vois, par exemple, moi, j'ai fait mes cours j'avais un prof qui s'appelle Serge Biro, qui est un illustrateur qui bosse pour Ubisoft, qui a bossé pour Ubisoft. Il est au Canada maintenant. Et lui dessine des pin-up principalement, en tout cas c'est pour ça qu'il est connu, donc c'est la plupart de ses demandes. Et il a une formation classique.
c'est quelqu'un qui en fait, c'est vrai que c'est un super exemple parce que c'est quelqu'un qui peignait des camions, genre avec des têtes de loup et des têtes de Johnny Hallyday pour financer ses études, et qui peignait des restaurants, etc. Donc c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, mais qui a une formation traditionnelle et classique du dessin, si tu veux. Et en fait, lui, il supporte même plus Photoshop parce que, en fait, alors il fait des illustrations sur Photoshop dans le cadre de son travail, mais en fait, il supporte plus forcément Photoshop parce que il a trouvé des offres chez des logiciels indépendants, etc., où il a des brushes qui lui ressemblent à du pinceau. Et sa manière de travailler, finalement, si tu veux, lui bosse sur GIMP, tu vois, donc ce qui est une espèce de version cheap et moins chère de Photoshop, enfin moins cher. Je connais mal, gratos. mais j'ai entendu parler. C'est une version gratos cheap de Photoshop, mais le fait qu'il ait du skill en peinture, en fait, c'est quelqu'un, il sait ce qu'il fait avec les couleurs. Tu vois, il y a aussi ça, c'est qu'il a une formation classique. Il y a beaucoup d'illustrateurs aujourd'hui qui voilà, notamment même sur Instagram, etc. Moi, j'ai rien contre ça, mais c'est très pop, quoi. Ils font des formes, ils font un aplat, un rempli, etc. Et lui, pareil, quoi. Quand je vois ses compos, on dirait vraiment une peinture. Et lui, il me dit, mais moi, c'est l'effet que je veux rendre. Mais on est proche de la peinture numérique, en fait. Tu vois, comme quand tu fais un moirage ou un truc sur une toile avant de commencer à la peindre, etc. Lui, il va faire pareil, quoi. Il fait pareil, mais en numérique. Donc, non, je pense que c'est des intérêts, en fait, qui peut-être que... Enfin, quand je dis des intérêts, c'est-à-dire que ça dépend des affinités de chacun, en fait. Mais que ça disparaît pas, quoi. Il y a énormément, ça s'est juste déplacé, mais il y a toujours autant de productions sur DeviantArt, toujours autant pour des films, effectivement, mais effectivement, ouais, c'est une bonne remarque, parce que finalement, la plupart des belles affiches qu'on voit, c'est des hommages à des films qui existent déjà. Après, tu vois, par exemple, l'année dernière, on a passé Comme Trou. C'est le réalisateur enfin, ils ont des super illustrations pour Comme Trou. C'est le réal qui fait les dessins. Ils ont fait des pochettes pour des VHS. Donc ouais, effectivement, c'est un objet luxe, hein, mais ça se fait encore, mais plus dans les milieux indés, en fait, finalement. Non, je suis pas spécialiste du coup. Non, mais je rejoignais juste, effectivement, on dirait comme ton ami, quoi. Tu vois, on dirait vraiment de la peinture, et je pense pas que ça. Je pense pas que ça se perde, quoi. Mais c'est vrai que c'est un truc de chapelle maintenant. Ça bouge. Ouais. T'avais une autre question aussi, je crois, du coup, que t'avais failli lancer, et puis on est parti sur les affiches. Non, peut-être pas. J'allais peut-être te demander. Non. Quelle est l'île sur laquelle tu as eu le plus de plaisir à la faire, tu vois L'île, j'ai beaucoup aimé Kung Fu Island, mais je pense que c'est parce que c'est un peu moi qui ai décidé à quoi il ressemblerait. Donc c'est la zone que j'ai vraiment aimé faire. Et après, fait durer des suspens. Si, Musical Jungle, parce que pendant longtemps, ça marchait pas du tout. Et puis à la fin, on est parti sur un truc qui était complètement dissonant en termes chromatiques. Et en fait, c'était bien. C'était complètement chaotique et c'était vivant. Du coup, tu vois, il y a des couleurs. Moi, j'adore le jaune. C'est ma couleur fétiche. Et du coup, c'est une couleur où c'est une carte où il y a plein de couleurs, Musical Jungle, mais il n'y a pas de jaune, tu vois. Et donc, c'est un peu genre, je me mettais un peu. Normalement, j'aime bien structurer une image avec le jaune, tu vois. Et là, je pouvais pas. Et du coup, c'est complètement bancal et à deux doigts de se casser la gueule, mais ça tient et j'aime bien cette carte-là. Ouais. C'est surtout que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure là, et ça, je trouve ça intéressant du coup, parce que en fait, on parlait des affiches, effectivement, c'est des réinterprétations, mais du coup, toi, c'est pareil. Tu vois, il y a une réinterprétation, tu te réappropries tout ça au final. Oui. Alors, tu utilises tes couleurs, voilà. Donc ouais, tu vois, il y a toujours des choses, même avec Retour à Movieland, mais je trouve que voilà, c'est de la réappropriation de ce qui existe déjà. Et effectivement, pour rejoindre encore Florian sur ta question posée, ouais, aujourd'hui, ça manque un peu, c'est sûr. Ouais, je crois qu'ils aiment bien des trucs un peu lisses, alors que je crois que dans l'esprit des gens, ce qui marque, c'est quand même quand ça dissonne, quoi, quand il y a un truc qui est pas trop attendu. Et peut-être c'est un peu ça le. Ouais, mais ça, c'est des peut-être prises que de risque. Les affiches sont trop calibrées, quoi. Ouais. On voit beaucoup des affiches, typiquement des affiches de comédie française, qui sont photoshopées complètement n'importe quoi. Ah ouais, mais ça, elles sont à l'image des films, de toute façon, je pense que. Ouais, mais alors moi j'ai un contre-exemple là-dessus, parce que finalement, tu regardes le dernier Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, ils ont fait une affiche peinte
que je trouve vraiment formidable, qui est une super belle affiche, qui est comme voilà, c'est un film, c'est une copie des affiches peintes des années 70, et cette affiche-là est très dure à trouver. J'ai essayé de la voir, elle est hyper dure à trouver. Tu vas sur n'importe quel site, c'est pas l'affiche de base du film, et l'affiche de base du film est une espèce de truc photoshopé, beaucoup plus laid, et j'ai trouvé ça très dommage. Ah, intéressant. Bah, on est loin de Saul Bass, quoi, mais... Oui, pour faire un peu le vieux. Ouais, regardez Phase 4. Ah, c'était mieux Saul Bass quand même. Lui, il savait faire des affiches. Oui, bah ouais. Non, ça continue. Enfin, moi, sans vouloir moi, je reste sur le créneau. Moi, je pense que ça continue d'exister. Il y a des exemples vraiment partout. Ça continue vraiment de vivre. On le voit, mais après, un peu pirate, quoi, peut-être. Ouais, ou alors peut-être un peu moins grand public, peut-être un peu, tu vois, mais c'est. Et tu vois, tu parlais des affiches dans le métro. Comment ça comprendre ? Il y a des questions qui se posent, tu vois. Moi, j'aime bien Fortifem, là. Tu sais c'est des illustrateurs de Paris. Ils font des affiches pour des marques de bière, tu vois. Et donc, ils avaient fait des moines. C'est des petits personnages à la con, tu vois, mais avec leur style, quoi. Et je trouvais leur campagne vraiment cool, quoi. Mais ça, si tu veux, avant qu'il y ait une marque de bière, bon, là, on parle même plus de Cinémania, mais avant qu'il y ait une marque de bière qui aille voir un illustrateur, si tu veux, voilà, il y a du chemin à faire, quoi. Il y a des ponts. Et toi, effectivement, tu vois, c'est bien parce que déjà t'as bossé avec David. Enfin, tu vois, il y avait déjà ce pont avec David. D'ailleurs, je sais pas comment ça s'est fait. D'ailleurs, c'est vrai qu'on n'a même pas posé la question. En fait, c'est ma compagne qui m'a offert le premier Movieland. Et j'ai trouvé ça super. Et parce que moi, dès qu'il y a un livre avec des cartes un peu bizarres, de toute façon, c'est bon, je suis parti, quoi. Et je l'ai trouvé j'étais encore sur Facebook à l'époque, et du coup j'ai trouvé David, et je lui ai écrit comme ça, je dis dis donc, on m'a offert Movieland, c'est super. Et puis il me dit merci et tout. Et en fait je lui ai posé la question parce que j'habite en Allemagne. Je lui ai dit, est-ce que tu sais s'il y a une version allemande qui est prévue, parce que je me disais ce serait super d'offrir ça à des gens que je connais qui sont pas forcément super cinéphiles, mais ça fait un super cadeau, quoi. Il m'a dit non, rien de prévu, machin. Puis après, on a discuté comme ça, et puis de fil en aiguille, il s'est avéré que j'étais illustrateur, que j'étais cartographe, que lui, il avait dans la tête un projet qui nécessitait un illustrateur cartographe, et là, on a fait et puis de fil en aiguille, le projet s'est fait, quoi. Ouais. Et ça a commencé comme ça, ouais. Une dernière question ? S'il y a des dernières questions, non, enfin, on va finir. S'il y a des dernières questions, des choses. Est-ce qu'on a fait le tour ? On dirait bien. Merci à tout le monde d'être venu. Merci à vous. Vous venez d'écouter à l'instant l'illustrateur Alex Chauvel à la librairie Ombre Blanche jeudi 14 avril 2022 dans le cadre du festival Grindhouse Paradise à Toulouse du 14 au 17 avril dernier. Réalisation et mise en onde Radio.